Aujourd'hui pour un nouvel épisode de Leaf Talk en compagnie cette fois-ci de Lino. Bonjour Lino, comment tu vas? Salut, bah moi ça va super, hein. Content d'être là, ça fait plaisir. Donc là, Lino et moi, on était au championnat de France ce week-end. Vas-y, donne-moi un petit peu tes impressions là à froid, du coup, vu que c'est retombé un petit peu là, on est mercredi, le jour où on enregistre ce podcast, donc 3 jours après les France. Qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as moins aimé? Vas-y, dis-moi tout. Franchement, déjà on est passé dans une autre dimension. Avec ce gymnase-là, j'ai trouvé qu'on était passé dans une autre dimension. Et franchement ça faisait plaisir parce qu'il y a eu un engouement de fou. Et cet engouement-là en fait a été confirmé avec la venue des gens. Franchement dans le gymnase, il était incroyable. Euh, j'ai trouvé que les gens aussi étaient bien hypés, mine de rien. Et ça a été beaucoup dû grâce au speaker, Maxime, qui a fait le job pendant 2 jours, 10 heures de suite. Non, non, il a fait son job de fou et l'ambiance, elle était top. Donc moi, j'ai kiffé ça. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? En vrai, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Franchement, non, non, j'ai trouvé les 2 journées super sympas. Les gens étaient au rendez-vous, les spectateurs motivés, les athlètes motivés. J'ai trouvé que les journées étaient carrées, tu vois. Et toi, de ton côté? Ouais, bah d'ailleurs, merci à Maxime si tu nous écoutes. Merci d'avoir fait le taf sur les 2 jours. Je pense que tu vas mettre un mois à récupérer ta voix, Maxime. En tout cas, merci parce que c'est clair que tu as mis l'ambiance et voilà, c'était cool que tu te portes volontaire pour ça. Et bah moi aussi, j'ai trouvé. Alors, niveau organisation, c'est vrai que c'était plus complexe, étant donné que c'était dans un lieu totalement à part. Euh, Enfin, c'était pas dans une salle de sport, donc niveau logistique, euh, pour ramener tout le matos, le mettre en place, etc., bah forcément, ça demandait encore plus d'organisation que d'habitude. Donc voilà, ça, on a du travail à faire, je pense, encore là-dessus pour prendre la main, prendre le coup de main et s'améliorer, être un petit peu plus efficient là-dessus. De toute façon, voilà, hein, c'est encore assez jeune comme sport. La fédération est assez jeune aussi. Donc voilà, faut aussi être indulgent. Et je rappelle aussi un petit détail qui est assez important, c'est que absolument tous les gens qui participaient au staff sont des bénévoles. Donc c'est pas des gens qui sont payés ou qui ont quelque chose à gagner d'une manière financière à aider ou participer à l'organisation. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte d'après moi, parce que on ne peut pas non plus demander des trucs énormes à ces personnes-là. Et je trouve qu'elles ont d'ailleurs vachement pris leur rôle au sérieux et qu'elles ont vraiment fait le taf, qu'elles ont essayé de faire le maximum avec les contraintes du moment. Donc non, moi globalement aussi, je trouve que c'est très bien. Après, le truc, c'est qu'au niveau des gens qui étaient là, c'est vrai que vu que c'était dans un gymnase, c'était beaucoup plus grand. Il y avait une impression de moins rempli que d'habitude, vu qu'à la base, c'est souvent, c'était jusqu'à maintenant la plupart du temps à la Courneuve. Donc il y avait ce truc-là, donc à voir un petit peu bah, sur les entrées, en fait, tout simplement, comment ça s'est goupillé, enfin, quel était le nom comparé à l'année précédente. Mais voilà, moi, globalement, pour moi, je suis très content. Et donc, Nino, toi, tu avais, il me semble, un athlète en moins de So- 80, en moins de 66. 76, 66. moins de 66. Ouais, ouais. Ah oui, il est très balèze, il est très balèze, c'est pour ça que j'ai eu un doute sur sa quête. C'est vrai en plus, hein. Et Ouais. du coup, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, c'est qui? Et qu'est-ce qu'il a fait comme résultat? Alors du coup, bah mon athlète c'est Florent. Donc bah là en moins de 66, il a fini deuxième, donc vice-champion de France en moins de 66. Et franchement non, la prépa était un peu compliquée, mais il s'est donné jusqu'au bout et il a bien mérité sa place quoi. Donc j'étais assez fier de lui. Ouais, pour une prépa compliquée, il a bien performé. Il a fait Mais combien de total?
De total, il a fait 410 kilos total et il a fait 4 Ok, PR. 4 PR sur 4 mouvements différents. Donc ouais, il a quand même ok, bien performé. Ouais. ok. Et est-ce que tu avais d'autres athlètes, peut-être le samedi aussi? Alors non, du coup, parce que le samedi, j'étais arbitre toute la journée. Ok, Et du coup, bah, le dimanche, j'étais coach, quoi. ok, bah merci à toi pour le samedi, pour avoir dépanné, ça fait plaisir. Du coup, bah ça c'est un petit peu l'actu du moment. On y reviendra peut-être par la suite. Et bah, je vais commencer par le commencement, ce que je fais toujours, c'est une présentation. Est-ce que bah, tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours de coach? Bien sûr, bien sûr. Donc, bah, du coup, moi, c'est Lino. J'ai 23 ans. Enfin, je vais avoir 23 ans bientôt. J'ai 22 ans. Je suis, du coup, coach sportif depuis maintenant plus de 2 ans et spécialisé dans le street lifting depuis maintenant 1 an. À côté, du coup, je suis également entraîneur dans un Basic Fit à Nancy, dans le Grand Est. Et ce que je propose, du coup, bah, c'est mes services de coaching sportif en ligne et également en présentiel. Au niveau de mon parcours de coach, bah, écoute, à la base, j'ai commencé par de la remise en forme. Je me suis lancé dans la remise en forme quand j'étais coach sportif dans une salle de sport classique. Et puis après, je me suis orienté vers Basic Fit pour faire pareil, un mix de remise en forme et de musculation classique. Chose qui était mon domaine à la base. C'était là vraiment la muscu et le renforcement musculaire. Et puis après, petit à petit, j'ai vraiment aimé le street lifting. Je me suis documenté et j'ai fait en sorte de me spécialiser dedans et de devenir l'expert de ce domaine-là. C'est un peu mon goal, quoi, mon objectif. Ok, donc c'est marrant parce que bah on a un petit peu le même parcours. Moi aussi j'ai bossé à Basic Fit pendant un an quand j'ai lancé mon activité en parallèle. Et justement, bah toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier de coach sportif? Bah, en vrai, j'ai voulu le faire depuis. En fait, depuis que j'ai 14 ans, j'avais envie de devenir coach sportif. C'est-à-dire que ça date pas d'hier. J'ai toujours fait en sorte de tout faire pour devenir coach sportif. Et ce qui m'a donné envie, en vrai, je dirais que bah c'est les influences passées. Hein. C'est les Thibaut InShape, c'est les Enzo Fukra, c'est les Nathan Mozango. C'est vraiment eux qui m'ont donné envie de devenir coach sportif et de vivre de cette passion, quoi, clairement. Ok, donc toi tu es un OG de la muscu. Et clairement, à la base, ouais, à la base, à la base. Et puis Ok, après, petit à petit, je me suis découvert vraiment un côté pédagogique, en fait. Et au final, les gens aimaient ça. Et en fait, il y a tellement de gratitude quand on arrive à avoir des résultats, qu'on offre des résultats aux gens, ils te le rendent tellement bien qu'au final, après, tu te prends en jeu. Et puis moi, là, le coaching, c'est vraiment mon truc et je kiffe ça, quoi. donc là tu nous as dit que tu étais coach en distanciel et en présentiel. Et quelle plus-value tu tires de cette double activité? Et bah franchement, la plus-value des deux, c'est qu'en fait, bah, je me rends compte déjà que le lien créé lors du présentiel est quand même vachement fort. Parce qu'en fait, bah, du coup, les mecs que j'ai en présentiel, je suis souvent là, présent pour eux, etc. Et au final, on se voit comme des potes, limite. Donc franchement, c'est assez sympa. Donc vraiment, pour le côté social, j'aime beaucoup. Et pour le côté euh, apport suffisant, enfin supplémentaire. C'est-à-dire que quand on est en présentiel, on est limité par un certain panel de clients. C'est-à-dire on peut pas coacher 50 clients en présentiel parce qu'à un moment donné, on va être très très limité. Et du coup, la diffusion de nos informations de coaching, elles seront aussi assez limitées. Moi, je peux pas faire 50 heures de coaching dans la semaine, sinon je vais être débordé. À un moment donné, le côté qualitatif, il sera vraiment dégradé. Tandis que si j'ai 30 clients que j'aurai à distance, et ben là, ces 30 clients-là, je vais pouvoir leur apporter des informations nécessaires et des informations qui resteront qualitatives à distance parce que bah, justement, ça demande moins de temps. Donc l'avantage, c'est surtout ça, c'est que il y a le côté social en présentiel, et il y a le côté pouvoir transmettre un maximum d'informations bénéfiques aux gens à distance. Je sais pas si tu sens, tu vois un petit peu ce que je veux dire.
Ouais, ouais, totalement. Bah, que, en gros, ouais, t'es limité aussi par le temps C'est quand ça. t'es en présentiel, alors que tu peux démultiplier les Ouais. choses en distanciel. Et de Je toute peux aider, façon, bah, je peux aider plus de gens, quoi, à ouais, distance. C'est surtout ça. exactement, exactement. Et puis, ouais. Après, il y a des gens, ils adorent aussi coacher en présentiel et ils se voient pas coacher. Enfin, moi, je connais beaucoup de gens qui adorent coacher en présentiel euh, et qui se voient pas arrêter totalement cette activité-là. D'ailleurs, toi, tu penses que tu feras ça jusqu'à enfin, toute ta carrière de coach ou tu penses vraiment basculer à un moment donné full distanciel? Bah, franchement, euh, là, c'est vraiment, ça me trotte un peu dans la tête en ce moment parce qu'en fait, je kiffe ça. Euh, Par exemple, je fais des groupes de coaching donc en street lifting et en street workout. Et en fait, je kiffe encadrer mes groupes, je kiffe encadrer de manière individuelle, etc. C'est vraiment ce côté lien social que j'ai avec eux. Mais maintenant, moi, ma mission, c'est vraiment de faire en sorte d'aider un maximum de personnes. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, mon temps, il sera ultra compté. Et je pense que là, il faudra vraiment que je bascule à distance pour proposer plus de contenu, pour proposer plus de valeur et surtout de la diffuser à un maximum de personnes, quoi. Donc, ouais, je pense qu'à un moment donné, je serai obligé de limiter grandement le présentiel. Moi aussi, ça me semble être la suite logique, en fait. Ouais, clairement. Et justement, donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux futurs coachs qui voudraient spécialiser en streetlifting par rapport à la double activité présentiel-distanciel et pourquoi? Franchement, qu'est-ce que je leur conseillerais? En vrai, je leur conseillerais de serrer les dents et de s'accrocher parce que c'est c'est pas si simple que ça et ça demande du temps en vrai. Donc, faudra pas s'arrêter au premier échec ou au premier obstacle parce que si tu le fais, malheureusement, tu pourras pas vivre de ta passion. Ok. Donc Donc, ok, ok. donc le conseil, c'est vraiment de persévérer, de continuer à faire ce que vous faites, continuer à faire de la création de contenu, d'apporter de la valeur aux gens pour qu'ensuite, petit à petit, votre, votre entreprise entrepreneuriale puisse se fructifier au maximum. Mhm. Ouais, c'est vrai, parce que en fait, je te pose cette question-là. J'ai déjà eu la discussion avec d'autres coachs. Et en fait, l'idée, c'était de réfléchir par rapport à tout ça et de, en fait, faire un petit peu de la, pas de la prévention, mais éduquer aussi un petit peu les futurs coachs. Une formation maintenant qu'on a mis en place qui s'appelle X-Trainer Global pour les coachs qui voudraient se lancer spécialisés en streetlifting, où il y a toute une partie justement euh, entrepreneuriale au sens large, même si ça veut tout dire et rien dire, mais tout ce qui est création de contenu, etc., c'est des choses qui sont pas souvent abordées. Le positionnement, le marketing, dans les formations, c'est souvent en gros beaucoup de théorie, sur la pratique bien sûr, sur aussi des fois l'alimentation, mais sur la mise en place, la mise en action en fait de votre travail de coach, parce que actuellement 2024, ça se limite plus à faire des vidéos explicatives, ça fait partie du métier, mais il y a tellement de choses à côté qu'il faut maîtriser si vous voulez vraiment réussir là-dedans, qu'il faut de toute façon se former. Et je dirais que les formations initiales d'État sont très importantes dans un premier temps, c'est le premier pas. Et puis après, vraiment se former justement en marketing, etc. Et d'ailleurs, la question que j'ai, c'est que il me semble que tu t'es un petit peu formé par rapport à tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quel intérêt aurait un coach, là on parle ici du streetlifting, euh, quel intérêt il aurait à se former aussi dans cette partie? Alors déjà, déjà à la base des bases, j'ai commencé entre guillemets ces formations-là euh, avec le développement personnel. C'est-à-dire que ça fait donc 2 ans que je suis coach sportif, mais avant ça, ça fait 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat en tant que tel. Donc l'entrepreneuriat en tant que tel et le développement personnel m'a donné le goût à la formation, ce qui fait que je me suis vraiment renseigné sur le côté marketing et pour ça j'ai acheté quand même un sacré gros panel de livres
qui m'a permis d'avoir des bonnes bases en marketing. En plus de ça, j'ai pris la formation d'un mec en marketing qui s'appelle Lohan Boucher. Je sais pas si tu connais. Je sais pas Ouais, si ouais, ça te si, dit si. quelque chose. Et, Ouais, euh, bien et du sûr. coup, et du coup, lui, de son côté, il m'a appris pas mal de choses. Et ça m'a permis aussi de bien me développer et de bien comprendre un petit peu les rouages de cette industrie, tu vois. Et je recommande aux gens de prendre des formations marketing en plus parce que c'est le b.a.-ba du coaching sportif, C'est notamment ça. la tienne. Ouais, merci. Ah non, mais parce que Euh, t'es la seule dans le SL, tu vois. Donc, je recommande vraiment aux gens qui veulent se spécialiser dans le SL de prendre ta formation, tu vois. Ouais, mais je le recommande également parce que dans cette formation, il y aura bien sûr, il y a tout un aspect théorique sur la pratique, mais aussi une grosse partie, un gros pavé sur le positionnement marketing, la création de contenu. Et ça, c'est des choses pour moi qui sont indispensables à aborder, même si c'est une formation très spécialisée dans une niche. Mais en fait, je suis vraiment obligé de parler de ça. Et d'ailleurs, dans la chronologie de la formation, euh, je parle de ça en premier pour poser les bases. Et après, on parle vraiment, on rentre dans le dur et on Ouais. parle du streetlifting en tant que tel. Mais en fait, sans ces bases-là, en fait, ça rime à rien en fait de se lancer. Donc voilà, ok, bah, de toute façon, je m'attendais à cette réponse et je suis rassuré. Ouais. Du coup, que tu valides aussi le fait qu'il faut se former sur tout ça en 2024 parce que bah, si vous étiez arrivé 10 ans, il y a 10 ans, bah, vous seriez filmé avec votre Nokia, je sais pas combien, en 720p dans votre cuisine. Ça me rappelle From Human to God, Efkan. Ça aurait pu exploser, ou encore dans sa chambre d'études de collégien comme Thibaut InShape, et ça aurait pu exploser. Mais actuellement, en fait, l'industrie, elle a tellement évolué, le métier aussi, il a tellement évolué, ça demande des connaissances vachement complémentaires. Et du coup, vous pouvez plus sortir du lot juste en faisant ça. Maintenant, il faut vraiment une qualité et des connaissances bah, autres que juste se mettre devant une caméra et parler, quoi. Donc, Sauf si vous voulez faire du step ou de la zumba. Ça demande que juste de savoir danser. on sent un petit peu Toi, tu sais faire ça? Tu donnes des cours de ça ou pas du Non, tout? non, non, jamais, jamais donné de cours de ça. Non, non, non. Non, Je te vois mais, tellement bien là. Petite Zumba là. Ah là non, là. mais, tu Quel vois, cauchemar. tu repenses au formateur qui te disait qu'en fait, le coaching sportif, il se limitait qu'à ça et que si on donnait pas ce genre de cours, eh ben, personne ne pouvait réussir dans le coaching sportif, tu vois. Et en fait, Ouais. non, ce qu'il faut, c'est vraiment s'accrocher, avoir un plan d'action, se former à côté, et une fois qu'on a mis en place tout ça, là, potentiellement, on pourra faire en sorte de vivre de notre passion. Mais pour ça demande du temps et ça demande de l'investissement. Ah, merci Lino. C'est exactement ça et ça me rappelle moi des discours quand j'étais en BP en mode ouais non mais vous gagnerez jamais votre vie sur Internet en tant que coach et puis il y a 10 ans en 2011 j'avais fait une prépa à l'IRSS pour un BP Ouais. et alors là à cette époque-là c'était ce qui est marrant c'est que moi j'étais dans un centre de formation où en fait la promo juste d'avant c'était je pense que tu connais Marine Leleu. Oui, bien sûr, ouais, carrément. Ouais. Et en fait, à la base, elle est enfin, de Pornic, mais elle a fait son truc à Nantes. Et Ok. moi, j'étais la formation juste d'après. Et à cette époque-là, donc c'était en 2011, les formateurs, ils vous disaient, si vous passez pas la dimension, donc A et B, bah, vous trouverez jamais de travail. Vous trouverez jamais de travail, quoi. Et donc, c'est marrant de voir aussi comment ça a évolué maintenant, parce que la plupart des gens maintenant qui font un BP ou même un CQP, ils font une monomention. Ils font rarement une dimension. Donc, surtout les gens qui sont de base dans la muscu, ils font pas de mention B, quoi. Mais clairement, clairement. Non, mais c'est vrai, hein.
Parce que, en fait, ça, c'est des disciplines qui meurent, en fait. Le step, tout ça, c'est des disciplines qui meurent et les gens se sont rendus compte qu'on pouvait très bien être coach sportif sans forcément donner des cours dansants, tu vois. Bah, avant, c'était vraiment. Ouais. Donc, heureusement, ça a évolué pour nous. Heureusement, ouais, carrément. Euh, et alors, je passe à la suite de mes questions. Et la question que je me posais quand j'ai préparé ce podcast, c'est donc tu nous as fait la chronologie là. Donc là, tu as bientôt 23 ans. Tu veux être coach depuis que tu as 14 ans. Tu as été dans le domaine plutôt de la musculation classique et tout, remise en forme. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au street lifting? Est-ce que c'est une personne en particulier, une vidéo que tu as vue sur les réseaux ou quoi, un événement? C'est quoi qui t'a donné ce déclic et tu t'es dit, bon, bah, c'est pour moi le street lifting, vas-y, go. Alors, en gros, concrètement, donc moi, en fait, j'ai fait donc à peu près une dizaine d'années de foot pour bien comprendre le truc. Donc, j'ai fait à peu près une dizaine d'années de football. Ensuite, donc, j'ai commencé la boxe thaï à peu près en 2017, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, donc, vers ces eaux-là, donc, j'ai intégré la musculation et en parallèle, je me suis mis à faire de l'haltérophilie en 2021 à peu près. Et en fait, en 2018, je regardais déjà les vidéos de Baki et de Ludo qui faisaient du streetlifting. Et en fait, je voyais les mecs, je me disais, mais comment on fait? Comment c'est possible? Comment c'est humain de faire des tractions à 80 kilos, de faire des dips à plus de 100 kilos? Et en fait, j'étais littéralement choqué par ça. Donc concrètement, je dirais que c'est eux qui m'ont vraiment inspiré dans ce milieu-là, tu vois, comme beaucoup d'ailleurs. Et ensuite, j'avais des autres projets sportifs à développer. Et je me suis dit, donc en 2022, pourquoi pas me lancer moi là-dedans et voir ce que ça donnerait, tu vois, parce que je les voyais eux en 2018, je me vois moi en 2022 avec la fatigue de faire que de la musculation et de l'haltérophilie. Je trouvais un peu trop de, comment dire, je trouvais ça un peu ennuyeux en fait de faire toujours la même chose, la même chose, la même chose. Je voulais ressortir à nouveau de ma zone de confort. Et en fait, je me suis lancé dans cette aventure-là. J'ai contacté Zod pour lui dire, écoute frérot, là à l'heure actuelle, j'ai ce niveau-là et j'aimerais bien découvrir la discipline, découvrir le truc. Et en fait, petit à petit, mon niveau a plutôt explosé et j'ai réussi à me hisser jusqu'au championnat de France, quoi. Donc à la base, oui, c'est juste en regardant des vidéos de Baki et de Ludo à l'ancienne. Et petit à petit, j'ai commencé à kiffer le street lifting, kiffer le truc et j'en suis là aujourd'hui, quoi. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont connu la discipline via Baki et Ludo. Euh, je sais pas d'ailleurs, parce que nous, on est dedans, tu vois, on a un petit peu des œillères par rapport à ça. Je me demande maintenant, en 2024, les gens, tu sais, ils rentrent dans le street par quel canal, par quel moyen, en fait, tu vois. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qui ont découvert le street avec la vidéo de Tom Renard, par exemple. Tu vois, Ouais, carrément. la première qu'il avait fait sur le street. Et du coup, ouais, je me pose la question maintenant, c'est qui un petit peu, je pense que doit y avoir pas mal Captain qui doit inspirer énormément de gens. Je pense qu'il y Euh, a Pauline aussi. Pauline. ouais, Il y a Flomarek aussi, mine de rien. Mais après, bon, Flomarek, c'est aussi une autre branche, mais je pense qu'il doit quand même inspirer. Mais je pense quand même que les coachs sportifs ont aussi une grosse influence sur l'expansion du street lifting, tu vois. Je ouais, pense à des coachs comme toi, comme Kawabunga, comme Strange Strategy, comme plein d'autres coachs. Je vais pas tous les mentionner parce qu'il y en a plein, mais je pense que aussi les coachs sportifs qui se développent ont une très grosse influence sur l'expansion du street lifting et de sa visibilité, en plus des top athlètes. Chose qui n'était pas le cas ouais, avant, tu vois. ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est totalement, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, dans quelle mesure, je sais pas, mais ok. Et je reviens un petit peu en arrière. Euh,
Alors, on a plus ou moins répondu, mais peut-être qu'il y a des choses à rajouter. Qu'est-ce qui manque d'après toi au coach en streetlifting actuellement? Euh, alors, pour les nouveaux coachs ou pour un coach Ouais, les nouveaux classique? coachs. Les nouveaux coachs. Bah, honnêtement, c'est un peu compliqué à dire, mais je pense que c'est la vérité. C'est la crédibilité. Parce qu'en fait, dans tous les domaines, ça a toujours été ça. En gros, à la base des bases, donc au tout début de la musculation, avant, on cherchait pas à savoir si le mec qui faisait du bodybuilding, il s'y connaissait en coaching, tu vois. On cherchait juste à ce que le mec soit balèze. Et dès qu'il nous disait de faire un truc, on l'écoutait, tu vois. Genre, fais du curl à la barre droite, t'avais un valgus grand comme je sais pas quoi, tu faisais ton curl à la barre droite, t'avais mal au poignet, t'avais mal au coude, mais il était balèze, donc tu l'écoutais, tu vois. Et ben là, je pense que mine de rien, dans le streetlifting, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal de coachs qui sont compétents, mais je pense qu'il leur manque pas mal aussi de crédibilité, d'expérience de compétition, et aussi, c'est un peu triste à dire, mais aussi de performance, même si c'est pas ce qui fait l'expertise du coach, tu vois. Parce que Ok, ouais. c'est comme ça et ça a toujours été comme ça, que ce soit dans les sports de force ou même dans la musculation en tant que telle, quoi. Malheureusement. Ok. Euh, ok. Est-ce que les coachs en streetlifting, attends, alors la question, parce que là je prends mes notes. Marie, en fait, attends, je vais lire carrément, je vais prendre le téléphone. En termes de technique, pour toi, c'est quoi le plus important pour un coach Ah, en ce qui concerne la technique? alors, tu veux dire quoi par technique? Euh, Tout l'aspect technique, on a parlé de l'aspect Ouais. marketing, etc. Et vraiment, moi, je te parle plus de la technique en tant que telle, enfin, la façon dont il va coacher, programmer, Ok. et c'est plutôt par rapport à ça. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus important en termes de technique? Alors, faut déjà avoir une méthode en fait. Déjà, faut expérimenter des méthodes. Savoir sur quel type de périodisation tu veux te baser. Il y en a tellement. Périodisation, je sais pas moi, par bloc, périodisation linéaire, périodisation concurrente, enfin bref, t'en as plein. Donc faut déjà un peu ta méthode, que tu puisses la tester et que tu puisses aussi l'appliquer sur des gens avant de pouvoir la vendre. Ça, c'est ce que je donnerais en numéro un. En numéro 2, savoir aussi s'adapter à son client. C'est-à-dire que tu peux avoir ta méthode, mais ta méthode, si elle n'est pas adaptée à ton client, ça va être compliqué. Ton client, il peut très bien, je vais prendre le cas par exemple de Florent. Florent, lui, je lui ai fait une programmation, sauf que c'est un pompier de Paris. Il y avait des fois où il me faisait pas 2 séances, 0 séance dans la semaine, quoi. Donc c'était très compliqué de le coacher. Et j'ai dû m'adapter et c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu parce que bah voilà, tout le monde a ses imprévus, tout le monde a ses petits pépins, etc. Et il faut savoir s'adapter et rebondir assez rapidement, quoi. Donc c'est ce que je donnerais en numéro 2, c'est adaptabilité. Et en numéro un, c'est avoir sa méthode et savoir si la méthode marche, quoi. C'est un peu ce qu'on Ok. appelle en marketing avoir une offre irrésistible. Toi, t'as regardé trop de vidéos Trop de marketing. vidéos, ouais. C'est ça, c'est ça. Une offre sexy. Une offre sexy. Euh, euh, ok, alors là, tu vois, je parlais de ça, enfin, qu'est-ce qui était le plus important? Je pense que tu y as bien répondu. Et justement, qu'est-ce que tu penses aussi? Et si tu pouvais en garder une seule, de la programmation ORPE et de la programmation avec des charges fixes, et pourquoi tu garderais l'une des deux façons de programmer. Et bah du coup, ça serait au RPE, bien évidemment, parce que le RPE est très adaptable en fait. On peut bien adapter la programmation en fonction des RPE, même si on a des charges fixes au premier abord, on peut très bien l'adapter, tandis qu'avec des charges fixes, il suffit juste que l'athlète soit pas en forme, que l'athlète il ait mal dormi ou même qu'il ait une grippe ou quelque chose dans le genre, et ça peut très très vite faire capoter ta programmation quoi, et ton bloc. Ok, donc alors, et
Et donc toi, tu serais plutôt du côté du RPE. Ouais. Euh, Est-ce que, par exemple, si tu mets comment dire, tu prends des données dans ton coaching, tu as une prise de données par rapport justement au potentiel, une potentielle fatigue, une potentielle, enfin, et que tu communiques avec l'athlète tous les jours pour voir comment il sent. Est-ce que peut-être que là, cette semaine, là, je vois en ce moment, là, c'est une hécatombe. Tout le monde a le Covid, là, je ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde malade. Euh, et donc, est-ce que si tu prends ça en compte, est-ce que justement ça serait peut-être plus intéressant d'être sur une programmation avec des charges fixes? Parce qu'on pourrait aussi se dire avec le RPE que c'est une responsabilité et une non-objectivité que tu donnes à tes coachés. Parce que on voit souvent que ça Ok, soit alors, ok. On parlait pas de la même chose alors. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu me parles, allez, on va parler français. Tu me parles de faire en semaine 1, tu proposes à ton athlète de faire un RPE 7 et c'est lui qui choisit. En semaine 2, RPE oui, 8 et c'est lui qui choisit. Non, ça, hors de question pour moi. Et je préfère rester sur des charges fixes, clairement. Parce que, ok. surtout, par exemple, je vais prendre mon cas avec mes athlètes. Moi, mes athlètes, je les appelle les kamikazes. Parce qu'en fait, eux, ils se surévaluent, mais sans cesse. Ils ont aucune objectivité. Je les adore, hein, mais ils ont aucune objectivité. Et eux, s'ils pouvaient faire des PR tout le temps, ils en feraient tout le temps. Maintenant, je suis là pour les réguler et c'est vrai que les charges fixes, c'est ce qui me conviendrait le mieux et je pense que c'est ce qui conviendrait mieux à tout le monde plutôt que de laisser l'athlète décider de ses propres RPE, surtout s'il débute. Ok, ouais, bah, désolé, peut-être que je me suis mal exprimé sur la question que je t'ai posée. Et puis, bah, je continue un petit peu ce que je te disais. Moi, je te rejoins totalement, bien sûr. C'est que pour moi, et là aussi, on va parler français, c'est que pour moi, les gens qui... Alors, faut pas non plus être un extrémiste. Il y a comment dire, dans des conditions particulières, les RPE peuvent être intéressants. Moi, perso, je pense notamment en première semaine, par exemple, quand tu débutes un coaching sur les exercices d'assistance, bah, c'est bien de mettre des RPE parce que tu connais peut-être pas la machine qu'il va utiliser, la résistance qu'il va y avoir, etc. Et puis après, tu fais par charge fixe sur les assistances. Mais au-delà de ça, pour moi, aujourd'hui, en 2024, les personnes qui programment encore en RPE, c'est des feignants. J'emploie les termes, c'est des coachs qui sont feignants, enfin des coachs et des fois des gens qui se prétendent juste coach. Là, il va rigoler, Lino, il sait que je mène une bataille par rapport à ça. Et du coup, faites bien gaffe à ça parce qu'en plus de ça, en gros, euh, enfin, moi, quand je prends un coaching, c'est aussi pour me décharger mentalement et Ouais, pour justement avoir une objectivité externe, quelqu'un carrément. qui a un œil très objectif sur ce que je fais. Et en fait, si par exemple, moi, j'ai la responsabilité de me fixer des charges par rapport à des RPE, bah, même que je sois débutant ou confirmé, parce que moi, je vois beaucoup de confirmés aussi qui se surévaluent, notamment, bah, tu vois, là, c'était les France ce week-end. Ça m'a choqué, Faites-vous hein. coacher. Ça m'a Faites-vous choqué, hein. coacher. Ouais, ouais, ouais. Et, et moi aussi, ça m'a choqué de voir des fois des athlètes, bah, vraiment des mecs doués, des mecs avec des perfs monstrueuses, qui font des premiers essais RPE 9, 9,5. Ah, il y Moi, en avait beaucoup en plus, hein. ouais, franchement, pour moi, ça, c'est une ingérence. Alors, si ces gens, alors, moi, je vais pas non plus leur jeter la pierre. Si ces gens-là, ils n'ont pas de coach, à la limite, ça peut se comprendre parce qu'ils n'ont pas d'objectivité ou quoi. Mais si les mecs, ils ont des coachs, mais j'ai envie de leur dire, mais changez de coach, en fait, tu vois. Enfin, ça, on est sur un championnat de France, mais même sur un championnat, même sur une compète indépendante, vous payez. Vous payez. Donc, en fait, pour moi, le coach aussi, il a un devoir de résultat et il peut pas, vous pouvez, alors, il peut faire des petites fautes au niveau des incréments, des trucs comme ça. Il peut aussi des fois manquer un petit peu d'objectivité, mais dans une certaine mesure. Ouais, Mais carrément.
il pourra jamais, par exemple, nous, quand on coach, on est avec les athlètes, et toi, c'était pareil, sur les warm-up, on voit un petit peu comment l'athlète se sent, sa dernière barre de chauffe, comment elle bouge, et en fonction de ça, rien n'est figé, c'est ce que je dis toujours. Tout est adaptable en temps réel en fonction de ce qui se passe. Et donc, bah, on peut changer la barre d'ouverture si, par exemple, on a vu que c'était trop haut. À l'inverse, on peut l'augmenter si on voit que l'athlète il est vraiment bien et tout. Donc voilà, enfin, donc ça aussi, bah, je suis content que tu l'aies vu et que Ouais. tu as été un petit peu choqué, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais surpris par des fois ce genre de truc où l'athlète arrive et il est déjà RPE 9,5 sur une Ouais, première barre. Moi, je t'avoue que j'étais choqué parce que j'ai vu des RPE 10, tu vois. J'ai- Donc, franchement, non, 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 ça, c'était pas que de la surprise, non, j'étais vraiment choqué parce que en première barre, voir des RPE 10 fail, je comprenais pas, tu vois. En- ouais, bah, moi non plus, j'ai du mal à comprendre. ouais, Et du coup, bon, voilà. Après, voilà, qui sommes-nous pour bah, juger les gens, exactement, mais pour jeter la pierre. ouais, c'est ça. Enfin, après, essayez-vous, si par exemple ça vous arrive, bah, faites le point, prenez du recul et analysez un petit peu la situation et essayez de comprendre bah, ce qui n'a pas fonctionné et peut-être remédier à tout ça la prochaine fois. Voilà. Donc, ok, on a parlé des RPE et des charges fixes. Et donc, est-ce qu'une personne étant athlète, quand je dis athlète, c'est plutôt top athlète, donc avec en gros des objectifs vraiment élevés, et donc il faut qu'il ait une implication dans sa pratique qui soit très élevée. Est-ce que en même temps, cette personne-là peut être un très bon coach en même temps qu'il est un très bon athlète? Est-ce que d'après toi, c'est compatible? Je Alors, sais, on a déjà un petit peu ouais, abordé ce ouais. truc-là, et bon, je vais pas spoiler. Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, bah, tu peux très bien être un bon coach, même si t'es pas un bon athlète. Donc forcément, si tu es un bon athlète, tu peux très bien aussi être un bon coach. Mais par contre, être un top athlète ne garantit pas être un bon coach. Ça, c'est sûr. Et alors, si je pouvais développer ma question, parce que mon cheminement de pensée quand j'ai préparé la question, c'était est-ce que, en gros, parce que ça, c'est peut-être un truc aussi qu'on a vu ce week-end, c'est que moi, j'ai vu des gens qui étaient coachés, qui étaient tout seuls, en fait. Euh, on est Ah sur oui. un championnat de France. Ouais. Euh, T'es coaché, tu payes un coaching, allez, 150 euros. T'arrives au front, t'es tout seul. T'es livré à toi-même. Est-ce que, parce que bah, la personne en question, elle doit faire ses championnats, donc peut-être qu'elle elle peut pas, parce que en fait, je te posais la question, parce que je sais que toi, cette année, tu as pris le parti justement de te consacrer à 100% dans le coaching et justement optimiser ce truc-là et de te dire, bon, moi en fait là, moi je veux prendre des skills et améliorer tous ces trucs-là, mes compétences en tant que coach. Je mets de côté un petit peu la partie athlète et je me concentre là-dessus et je me consacre à 100% à mon athlète aujourd'hui et je ne serai pas sur deux tableaux. Tu vois, qu'est-ce que tu penses, on va dire, de tout ça? Bah moi, je pense alors, j'arrive à comprendre donc les coachs qui ne le font pas, qui veulent aussi être athlètes et qui voilà n'ont pas de ne peuvent pas se découper en deux entre guillemets. Mais par contre, le truc juste, c'est qu'il faut au moins fournir une feuille de match à l'athlète en question, ou au moins essayer de trouver quelqu'un qui puisse gérer le match de l'athlète. Chose qui n'a pas été le cas pour pas mal d'athlètes, et c'est vrai que je trouvais ça assez dommage. Maintenant, c'est vrai que moi, de mon côté, je vois beaucoup le côté expérience, le côté prise de compétences, etc. Et je rejoins pas mal ce côté-là parce que je pense que quand tu es coach sportif, il faut savoir aussi faire la part des choses et savoir prioriser ce que tu veux et ce qui te, comment dire, ce qui est le plus important pour toi, quoi, concrètement. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est en fait à vouloir être sur tous les tableaux.
Et c'est comme tout à l'heure, tu disais très bien que là, donc, tu as une double activité pour l'instant. Et en fait, tu es en train de te poser la question, est-ce que je ne devrais pas prioriser le en ligne pour aider plus de gens, pouvoir me dégager du temps pour créer du contenu, amener de la valeur, etc. Et là, en fait, c'est un petit peu pareil dans le coaching parce que bah, on va dire ce qui est. Pour l'instant, le coaching en streetlifting, c'est pas vraiment professionnel. Ça doit encore vachement se professionnaliser. Je pense moi au sport olympique ou même le foot ou des trucs vraiment très connus où vraiment c'est cadré, il y a des institutions, machin, nan, et donc, pour moi, en fait, si vous voulez aussi vous démarquer, et ça c'est peut-être un conseil que je vous donne là tout de suite, si vous voulez vous lancer en tant que coach, et ça vaut aussi dans d'autres disciplines, hein, c'est que les gens vont énormément vous juger, parce que la vie, faut pas se cacher, c'est pas le monde des bisounours. On est en permanence jugé qu'on, en fait, vous utilisez On fait un votre truc. image, vous vous mettez en avant, c'est un petit peu les règles du jeu, hein, c'est comme ça, malheureusement, surtout sur les réseaux. Et donc, si vous voulez vraiment être professionnel, bah, c'est exactement ce qu'a dit Lino. Au moins, c'est le minimum du minimum, c'est préparer une feuille de match pour l'athlète pour pas qu'il soit perdu. Parce que voilà, il paye quand même, comme je le disais tout à l'heure, il y a un devoir de résultat en tant que coach. Enfin, si vous êtes un minimum éthique, bien sûr, euh, préparer une feuille de match ultra important pour pas que l'athlète s'y soit perdu. Et si vous n'êtes pas disponible, bah là, demandez à quelqu'un de vous épauler justement pour prendre en charge le match de la personne. C'est hyper important. Et surtout sur un championnat de France, même si encore une fois, on parle de street lifting, on ne parle pas du championnat du monde, la Coupe du monde de foot. C'est pas non plus les mêmes enjeux. Mais voilà quoi, c'est aussi important. La personne, faut se dire qu'elle s'est investie dans le processus, qu'elle s'est donnée dans la prépa, etc. Moi, je trouve ça dommage, en fait, à arriver là au bout, Ouais, en fait, carrément. de gâcher un petit peu tout. En plus, vous, si vous êtes coach, donc vous avez vraiment investi sur l'athlète. Moi, c'est ce que je dis toujours, hein, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais le coaching, ok, les athlètes, les clients, ils nous payent, mais nous, en fait, on investit énormément dans la personne. Et c'est pas un investissement sur du court terme. C'est-à-dire que, je sais pas moi, demain, tu vas voir un médecin, le mec, il te fait une ordonnance, il te fait en gros un diagnostic de ce que tu as, il te fait une ordonnance, bim, ça s'arrête. Le mec, tu peux ne plus le voir pendant 10 ans, il a fait son taf, c'était une prestation de service, et ça s'arrête là. Alors que nous, dans le coaching sportif, peu importe, dans sa globalité, c'est vraiment un investissement sur du moyen long terme. Et donc, nous, en fait, on donne de notre temps, on donne de notre énergie, on investit sur la personne. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes coachés, en fait, hein. C'est un investissement que je fais sur toi. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je trouve ridicule quelqu'un, par exemple, qui voudrait se faire coacher un mois, 3 mois. Bon, après, il y a la notion aussi financière qui peut être un frein, bien sûr, mais c'est hyper important, ce truc-là, de construire quelque chose. Et pour moi, bah, la compétition et surtout les championnats de France au niveau national, c'est un petit peu la finalité de tout ce travail-là. Et on va dire ne pas prendre ça au sérieux et un petit peu bâcler le taf à ce niveau-là. Enfin, moi, je trouve ça dommage pour le coach parce qu'il se prive aussi d'une expérience là-dessus et de vivre aussi une expérience parce que, ok, l'athlète, il a des émotions, il vit quelque chose de très fort, mais le coach aussi, honnêtement, à travers l'athlète, à travers ce qu'il voit, à travers la gestion et tout, c'est hyper fort aussi ce qu'il vit, hein. Je pense que tu Carrément. peux le constater Ah oui. et me dire, voilà. En fait, c'est ce que je dis toujours à mes athlètes, c'est qu'en fait, on est une équipe, on est un duo et que bah, l'investissement, il est vraiment réciproque, quoi. Et c'est pour ça que quand tu as un athlète qui est pas investi de la même manière que toi, franchement, ça, c'est compliqué et des fois, ça fait même un peu chier, tu vois.
parce que tu vois Ouais, vraiment sur du moyen à long terme. et bah tiens, bah ça c'est une question qui était pas préparée, mais comment tu pallies justement à ce type de personne, par exemple, quel discours tu tiendrais à une personne que tu vois peu investie dans un coaching? Alors, c'est rare de voir franchement, j'ai pas eu l'occasion de tomber sur énormément de gens peu investis. Maintenant, j'ai eu l'occasion de coacher plus d'une centaine de personnes depuis que j'ai démarré mon activité. Et parce qu'en fait, bah, dès le départ, quand je fais mon entretien coaching, je pose les bases et je pose mon cadre. Et ça, je pense que ça aide énormément. Et c'est ce que je recommande d'ailleurs aux coachs que j'accompagne au sein des Basic Fit. Et en fait, le truc, c'est que quand ça m'est arrivé une seule fois, donc c'était à Basic Fit, ça m'est arrivé une seule fois. Et du coup, bah, j'avais posé entre guillemets des ultimatums. Et la personne là, elle m'a planté une fois, une deuxième fois, et après j'ai arrêté le contrat avec elle et je lui ai expliqué pourquoi quoi concrètement et que ça pouvait pas le faire ensemble. Voilà. Donc c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je laisse une chance, une deuxième chance, et si vraiment c'est plus possible, et ben là on arrête la collaboration. Je pense qu'il faut pas hésiter à arrêter la collaboration quand l'athlète et le coach n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ça peut arriver, mais quand c'est le cas, faut savoir dire non et Ouais, c'est stop. ça. Et stop, ouais. Ouais, ça, je pense que c'est un truc aussi qu'on aborde rarement, parce que bah, ça arrive rarement aussi, hein, Mm. heureusement d'ailleurs. Mais Heureusement. le fait de pouvoir des fois se donner la possibilité de mettre fin à une collaboration, parce que comme tu dis, on va plus dans la même direction, on n'est plus accordé sur les choses. Mais je dirais que si vous faites bien les choses justement au niveau de votre marketing, parce que ça va faire beaucoup pour, comment dire, la qualification de vos prospects, de vos futurs Carrément. clients. Et bah, si vous faites les choses correctement à ce niveau-là, bah, en vrai, vous allez tomber 99,9% sur des gens qui sont très investis et qui vont adhérer à ce que vous allez leur proposer, en fait, hein. Mais Donc, clairement. donc voilà. Ok, donc ça marche. Et donc, peut-être la dernière partie de ce podcast-là, euh, parce que bon, on a eu des discussions avec Kino par rapport à tout ça et tout. C'est qu'est-ce que vous nous réservez, les gars, pour le grand test? Moi, enfin, peut-être que, peut-être qu'il y a des trucs que tu peux pas dire encore Ouais, maintenant et ouais, tout, ouais. mais c'est quoi les projets là? Parce que bon, on voit, il y a le noyau national, il y a beaucoup d'énergie qui est orientée vers cette entité. Il y a tout le côté Grand Ouest qui est aussi en expansion et tout, avec Ouais. la Ligue Grand Ouest. Qu'est-ce qu'il en est du Grand Est? J'ai Je envie t'a- de savoir. je t'avoue que je sais pas trop ce que je peux dire, moi, de mon côté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer de très, très grandes choses en 2024 et en 2025 et que le Grand Est pourra être également en expansion à la même hauteur que les autres FNSL, quoi, concrètement. Voilà. Ok, ok. Donc, il Ah se ouais, passe il de... reste très. Hein? Tu veux pas trop en dire. Ok. Ouais, c'est un peu Euh, compliqué. Mais en tout cas, tout se passe bien et de jour en jour, de jour en jour, ça se passe de mieux en mieux, tu vois. ok. Non, mais je vais pas le mettre dans la sauce, Lino. Ok. Et bah, en tout cas, nous, vraiment, enfin, nous, quand je dis nous, c'est même la communauté, même si je suis pas le porte-parole de la communauté, mais on espère vraiment parce que j'ai parlé, enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont abordé en disant, ouais, purée, ouais, ok, vous avez Grand Ouest, mais c'est con qu'il y a des autres ligues, machin, chez nous, il n'y a jamais de compète. D'ailleurs, est-ce que il y a des compètes qui existent dans le Grand Est et qui sont récurrentes là tous les ans. Bien sûr, bah déjà, il y a la compète de Luckman à Besançon, au K2W, si je dis pas de K2, je bêtises. crois. Ouais, Ouais, au c'est ça. Ouais. K2. Donc celle-là, elle est récurrente. Il y a la compète de Romain aussi, à côté de Mulhouse, Alkirch, qui est pareil, assez récurrente. Je crois cette année, il a fait sa troisième édition, si je dis pas de bêtises. Et il y a aussi notre compète à nous, donc la Royal Rumble à Nancy,
qui devient récurrente parce que du coup, c'est aussi notre deuxième édition sur une compétition de streetlifting à Nancy. Donc, il y a quand même quelques compétitions dans le Grand Est. Et là, pour l'instant, j'ai pas eu d'écho d'autres compétitions, mais ce qui est sûr, c'est que du côté de Mulhouse, il y a, du côté de Besançon, il y a également, mais bon, du coup, Besançon, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, et c'est à côté. Et du côté de Nancy, il y a également des compétitions qui sont faites régulièrement, au moins une fois par an, Et quoi. du coup, ok. Et dans le Grand Est, du coup, tu comprends pas le Lyon et les alentours, c'est trop bas, ça, non? Ouais, Lyon, c'est trop bas. Je crois que c'est Lyon, ouais, ça doit être ça, ça doit être Bourgogne-Franche-Comté ou peut-être même un peu plus bas, tu vois. Ok. Ouais, parce que dans l'Est, ouais, il y a des trucs à faire, quoi. Donc on Et espère vraiment carrément. que les choses vont Ouais. bouger à ce niveau-là. Dans l'Est, dans le Nord-Ouest, Dans le Sud, en dans règle le générale, Sud je trouve aussi, ouais. que ils dorment un peu là. Réveillez-vous dans l'Est, dans le Sud, s'il vous Pourtant, il y plaît. a du monde dans le Sud, hein. Il y a du monde, hein. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi. Mais ça dort un peu, ouais, effectivement. Ouais, en fait, moi je trouve que tu sais, t'as la France, et en fait, tu vois, tu la découpes en deux, et tout ce qui est au-dessus, ça bouge, tout ce qui est en dessous, si, il y a peut-être un petit peu Bordeaux, un petit peu Lyon aussi, mais c'est tout quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ok, et bah on arrive un petit peu à la fin de ce podcast. Et bah, où est-ce qu'on peut te retrouver, Lino? Sur quel réseau? Et bah, principalement sur Instagram, du coup. Mon Insta, c'est lino.trainer. Et puis, c'est tout. C'est tout. C'est déjà très, très bien. Ok, C'est mon réseau social d'accord. fétiche. Ok. Donc pas encore prévu de chaîne YouTube, de Ah. TikTok. Bah, Hein. il y a aussi mon TikTok, mais c'est vrai que le TikTok, il est un peu, j'ai un peu du mal encore avec TikTok, mais là, on peut se concentrer sur Instagram, c'est déjà bien. Donc lino.trainer C'est ça, ouais, sur Insta. lidio.trainer. En tout cas, il y a Ok. du lourd qui se prépare du côté de l'Est, et je vous invite vraiment à rester branchés parce que dans quelques mois, ça va envoyer du lourd. Eh ben, merci beaucoup Lino pour cette intervention. Pareil, bah, si vous voulez nous suivre, nous c'est sur Instagram Livetrainer, YouTube également Livetrainer. Et ce podcast aussi donc, qui est disponible sur YouTube, sur Spotify et Deezer. Et aussi, vous avez le site streetliftingfrance.fr qui répertorie aussi toutes nos activités. Et il y a également le Instagram Lift Trainer Global pour les personnes qui seraient intéressées de se former dans une optique d'être coach en streetlifting. Lino, bah, merci beaucoup pour cette intervention. On te souhaite vraiment que du positif, de l'expansion à fond, que le sport se développe chez vous encore plus. Vous formez une bonne équipe là-bas, donc il n'y a pas de raison. Et puis voilà. Et bah, j'espère qu'on se revoit bientôt, hein. Mais carrément, on se reverra bientôt avec grand plaisir. Et je Donc, te remercie aussi du coup pour l'invitation qui fait plaisir également. bah, merci beaucoup, Ok. Lino. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.